Les années 90 nous ont offert des morceaux intemporels. Et s'il y a bien un style de musique qui a particulièrement eu son lot de classiques, c'est le grunge, mais plus globalement le rock alternatif. S'il ne faut citer que quelques références incontournables du début des années 90, on peut nommer Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Zombie de The Cranberries, Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, et puis peut-être ce morceau. Vous le connaissez tous, ce titre, c'est Creep du groupe alors méconnu Radiohead, et à l'époque c'est une petite révolution qui connaît un immense succès partout dans le monde. Et cette réussite va perdurer. Le titre se classera 118e dans le classement des 500 meilleures chansons de tous les temps établi par Rolling Stone. Plus tard, il atteindra plus d'1 milliard de streams sur Spotify et en 2012, soit 10 ans après sa sortie, il trouve encore sa place dans des classements comme dans le top des singles de l'année en France. Bref, ce titre fait passer Radiohead d'un groupe inconnu à l'un des plus grands phénomènes musicaux du début des années 90. Et la plupart des artistes y verraient une bénédiction, mais pas Radiohead. Creep a en fait été un très mauvais moment dans leur carrière. Le groupe entretient une relation assez conflictuelle avec ce morceau et a carrément fini par ne plus le jouer en concert. Mais alors, quel est vraiment le problème avec Creep ? Qui est vraiment Radiohead ? Et comment ont-ils réussi à se relever et à devenir des légendes alors qu'ils auraient pu très bien tomber dans l'oubli et se perdre dans l'ombre de leur plus grand succès ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous sommes en 1985 et 5 adolescents fréquentent une école privée pour garçons à Abington, en Angleterre. Les 5 jeunes hommes ne se connaissent pas très bien entre eux, mais ils ont 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils ont un peu de mal avec leur école, qui est très stricte. Et le deuxième, c'est qu'ils aiment profondément la musique et sont tous les 5 des musiciens en herbe. Ces 2 points communs les poussent à se fréquenter et leur donnent envie de monter un groupe ensemble. C'est ainsi que Thom Yorke, guitariste et chanteur, Colin Greenwood, bassiste, Johnny Greenwood, son frère, multi-instrumentaliste, Ed O'Brien, guitariste, et Phil Selway, batteur, forment leur premier groupe, On a Friday. Ensemble, ils commencent à créer des morceaux, à répéter le vendredi surtout, c'est d'ailleurs de là que vient leur nom, et ils jouent même un premier concert à la Jericho Tavern, un pub d'Oxford. Mais malheureusement, les 5 garçons approchent tous plus ou moins de l'âge fatidique, 18 ans. Et qui dit 18 ans dit qu'ils vont devoir partir à l'université et donc changer de vie. Et c'est plus ou moins ce qui va arriver, mais ça ne va pas détruire le groupe. Les membres d'On a Friday se rendent à la même université avec juste 1 ou 2 années d'écart, mais surtout, ils continuent de répéter ensemble. Par contre, ils ne donnent plus du tout de concerts. À ce moment, le groupe n'a pas vraiment d'objectif. Ce sont juste 5 garçons qui aiment faire de la musique ensemble et qui s'en contentent. Ce n'est qu'en 1991, après 6 ans de composition et de répétition, que le groupe joue de nouveau en public. Ils donnent un concert au même endroit qu'au tout début, la Jericho Tavern. Ils font une petite dizaine de concerts dans le pub sans jamais attirer beaucoup de monde, sauf qu'un soir, dans la salle du petit bar, se trouvent des membres d'un gros label, EMI, qui ont entendu des démos du groupe qui circulent sous le manteau dans l'industrie de la musique anglaise. Et il se trouve que ceux-ci sont séduits par le groupe. EMI leur propose de signer chez eux. Quelques jours plus tard, le groupe signe officiellement un contrat d'enregistrement de 6 albums avec un des plus gros labels du monde. Mais maintenant, il faut qu'ils enregistrent des morceaux et qu'ils les sortent. Et ça ne va pas exactement se passer comme prévu. Le label commence par demander au groupe de changer de nom. On a Friday, c'est bien sympa, mais non. Les 5 garçons décident alors de se renommer Radiohead, en référence à une chanson d'un autre groupe, les Talking Heads. C'est sous ce nom qu'ils sortent leur premier EP, Drill, et ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas très grave, c'est un premier projet, et le groupe continue pendant tout ce temps d'être en studio et d'écrire des morceaux. Et justement, au début de l'une de ces sessions studio, le groupe joue un titre en particulier. Un titre qui interpelle les gens présents dans le studio ce jour-là. Tout le monde applaudit à la fin de la chanson.
Le groupe vient de jouer pour la première fois Creep devant un public restreint de quelques professionnels de la musique. Sauf que les membres du groupe ne partagent pas du tout l'engouement du studio pour ce titre. À leurs yeux, déjà, ce morceau n'est pas terrible, mais en plus de ça, il n'est pas du tout représentatif de ce qu'ils veulent être musicalement en tant que Radiohead. Sauf que ce n'est pas l'avis du label et des producteurs qui entourent le groupe à ce moment-là. Ceux-ci affirment qu'il faut sortir ce morceau et qu'il faut le sortir comme premier single du vrai premier album du groupe. Radiohead n'a pas vraiment le choix. Creep sort donc en single en septembre 1992. Et le single ne va pas marcher. Au début, Creep, c'est un échec. Le morceau ne prend pas au Royaume-Uni, la BBC Radio 1 refuse même de diffuser le titre parce qu'il est trop déprimant. En effet, musicalement, mais aussi d'un point de vue lyrics, ce morceau est assez étrange. L'histoire de Creep, c'est l'histoire d'un jeune homme profondément mal à l'aise socialement, peu confiant et ivre, qui poursuit une femme qui l'attire. Thom Yorke n'est pas fier du texte, qu'il trouve mal écrit, et il y a un monde dans lequel ce morceau ne trouvait jamais son public. Sauf que Creep commence à être diffusé massivement en Israël, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Espagne, puis en Scandinavie, et enfin le titre arrive aux États-Unis. Et ce sont les États-Unis, sans grande surprise, qui leur donnent une grande exposition médiatique. C'est seulement après avoir touché tous ces pays du monde et être devenu un hit de l'autre côté de l'Atlantique que Creep parvient enfin à atteindre le Royaume-Uni et à entrer dans le top 10. Ça y est, il aura fallu des mois entiers, mais maintenant Radiohead devient véritablement célèbre. Et c'est une bonne nouvelle puisque le succès de Creep permet aussi de donner de la visibilité au premier album du groupe, Pablo Honey. Même si les critiques sont assez mitigées, l'album marche vraiment bien commercialement et permet à Radiohead de partir en tournée. Et ça, c'est trop cool. Sauf qu'évidemment, il y a un problème. Creep marche vraiment bien. Et avoir un tel succès partout dans le monde, ça fait courir un risque à Radiohead, celui de les faire devenir des One Hit Wonder. Les One Hit Wonder, pour rappel, ce sont des artistes qui sortent un titre, qui marche très fort, qu'on entend partout, et puis qui n'arrivent plus jamais à avoir un tel succès et qui n'arrivent pas à construire une carrière solide. Et ça, pour un artiste, c'est juste l'enfer. Et en plus de ça, il y a des symptômes qui accompagnent les One Hit Wonder en puissance, et Radiohead n'y échappe pas. Un de ces symptômes, c'est celui des gens qui ne viennent voir le groupe en concert que pour ce morceau et qui hurlent pour que la formation joue Creep sur scène pendant tout le concert. Mais le plus dur dans le cas de Radiohead, c'est que ce titre, il ne les représente pas musicalement et tous les 5 sont d'accord sur ça. C'est un bon morceau, selon eux, au moins d'un point de vue musical, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent représenter en tant que groupe. Alors, pour le bien de leur carrière, ils vont devoir prendre des décisions. La première étape pour Radiohead va être tout simplement de composer un deuxième album. Et oui, parce qu'avec la tournée de 1992 à 1994, ils n'ont pas eu le temps de se poser pour composer. Alors, en 94, c'est ce qu'ils vont faire. Et là, ils vont profiter du bon côté d'avoir un succès tel que Creep à leur actif. Thom Yorke, le chanteur, affirme, en parlant du succès du morceau, c'était comme un laissez-passer qui nous permettait de faire ce que nous voulions pendant quelques années. Le label, de son côté, les catégorise déjà un peu comme des One Hit Wonder, et comme commercialement ils y trouvent déjà leur compte, ils ne mettent que moyennement la pression au groupe. Celui-ci a donc la chance de pouvoir se permettre de se chercher un peu plus musicalement, et c'est ce qu'ils font en studio en composant et en enregistrant leur deuxième album, The Bends. L'album contient une chanson qui parle de leur expérience avec Creep, appelée My Iron Lung, soit Mon poumon de fer. Le texte décrit parfaitement toute l'ambivalence entre avoir un succès qui leur permet d'être connus du plus grand nombre, d'être un groupe financièrement rentable, et le fait de détester cette position, de se sentir enfermé dans un seul style musical et de tout simplement avoir l'impression de n'exister que par Creep. Cet album est un album important dans la discographie de Radiohead, mais à l'époque, il marche moins bien commercialement. Il est beaucoup plus aimé par la critique, mais les chiffres de vente sont moins bons, et ça, pour un groupe qui essaie justement de sortir du spectre de leur précédent single, c'est assez mauvais signe.
Nous sommes fin des années 90, le groupe repart en tournée pour soutenir ce deuxième album. Et à partir de cette époque, il commence à jouer de moins en moins souvent Creep, voire à insulter le public lorsque celui-ci est trop insistant. Et ce n'est que le début, puisqu'après ils commenceront à mal le jouer sur scène et à le négliger, notamment Thom Yorke, pour finir par le jouer extrêmement sporadiquement. Le groupe finit leur propre tournée et enchaîne sur celle d'Alanis Morissette, une chanteuse de rock, et en 1996, le groupe se retrouve enfin loin du rythme infernal des tournées, avec du temps pour composer. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, tous les scénarios sont possibles. Radiohead peuvent faire un album moyen qui va se vendre encore moins bien que le précédent, et ils peuvent tomber plus ou moins dans l'oubli, en tout cas aux yeux du grand public, et devenir un groupe de rock parmi d'autres. Ou bien, ils peuvent faire un classique. Un album qui les propulserait au stade de légende et qui ancrerait leur nom aux côtés des autres groupes de rock les plus importants de la planète. Mais ce deuxième scénario est non seulement assez peu probable, mais en plus de ça, même s'ils le veulent très fort, ce n'est pas quelque chose qui se calcule, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Le groupe a besoin d'espace. Physiquement. Ils ont besoin de composer loin des studios traditionnels. Alors, ils se réfugient d'abord dans un hangar de stockage de pommes dans une ferme, au milieu de globalement nulle part. Et puis, ils décident que ce n'est pas assez. Qu'il faut un changement de décor encore plus drastique et une déconnexion encore plus totale pour composer les morceaux qu'ils veulent composer. Ils s'enferment donc à Sainte-Catherine-Courts, un immense manoir perdu en Angleterre et réputé comme hanté. Ils enregistrent notamment des versions finales dans la salle de bal, ce qui me fait beaucoup trop penser à Shining. Good to see you. It's good to be back, Lloyd. Bref, ou encore dans la chambre pour enfants remplie de peluches, espace qui chacun offre une acoustique extrêmement particulière. De ces sessions intenses, coupées du monde dans des lieux isolés, un projet voit le jour. OK Computer. Nous sommes le 16 juin 1997, OK Computer est dans les mains du grand public pour la toute première fois et il devient presque instantanément un classique. L'album est très bien reçu par la critique. C'est un succès commercial et le temps donnera raison à l'utilisation du terme classique pour qualifier l'album. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après sa sortie, OK Computer, c'est un des albums de référence dans le rock. Un classique photographiant une sorte d'anxiété à l'égard des nouvelles technologies, alors même que nous ne sommes qu'en 1997 et tout un tas d'autres sujets nous plongeant dans la nuance et dans un monde à part entière durant 54 minutes. OK Computer vient de faire passer Radiohead d'un groupe important de rock méconnu principalement pour un seul de leurs morceaux, Creep, pas encore vraiment établi dans l'industrie, à un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Et maintenant que ça c'est fait, le groupe peut enfin se réconcilier avec Creep. Enfin presque. En réalité, il va falloir attendre 2009, au Reading Festival, pour que le groupe joue de nouveau cette musique en concert. Puis 2 concerts en 2016, puis de temps en temps, de manière spontanée, comme quand Thom Yorke fera un remix du morceau pour un défilé de mode japonais. Alors, est-ce que le groupe déteste vraiment Creep ? La réponse est non. Disons qu'ils ont essayé de s'en distancer au moment où c'était nécessaire, mais ça reste un morceau que le groupe aime et il reste profondément reconnaissant du succès de ce dernier. Comme le dira O'Brien à Rolling Stone, c'est une bonne chanson, c'est agréable de la jouer pour les bonnes raisons, les gens l'aiment et veulent l'entendre. Aujourd'hui, on peut, je pense, dire que le groupe a fait la paix avec Creep, mais beaucoup plus important encore, ils ont réussi à échapper à la malédiction des One Hit Wonder et sont devenus des légendes de la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, j'allais vous dire à la semaine prochaine, mais la semaine prochaine il y aura bien une vidéo, mais ce ne sera pas du tout une vidéo comme d'habitude. Je pense que c'est la seule fois où je ferai un écart aussi drastique de ma ligne édito actuelle, en tout cas de cette manière-là, mais je vais essayer un truc différent, j'ai envie de la faire, donc je vais essayer. En attendant, merci à vous de me suivre, je sais que ça prend un peu de temps, mais il y a des petites nouvelles qui arrivent très vite. Merci pour tout, prenez soin de vous.